C'est l'une des histoires les plus tragiques de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que la guerre tourne à l'avantage des Alliés et que la France est sur le point d'être libérée, des centaines de prisonniers sont embarqués au début de l'été 1944 dans un train à Toulouse, direction Dachau. C'est l'histoire d'une poignée d'hommes qui vont torturer des civils pendant des semaines. Ce convoi de déportation politique est l'un des derniers trains à partir vers les camps de la mort. Surtout, son trajet va durer 2 mois, le plus long de toute la Deuxième Guerre mondiale. 57 jours d'enfer. La soif, la soif, la soif. Et on devient fou, on devient fou. Voies coupées, mitraillage, détournement, sabotage, le train ne cesse de s'arrêter, de disparaître et de réapparaître à nouveau pour se faufiler au milieu des lignes de front. 20 fois le train aurait dû s'arrêter et 20 fois il est passé quand même. C'est pour ça qu'on l'appelait le train fantôme, parce qu'il n'était signalé nulle part. Pourquoi l'Allemagne nazie en pleine déroute s'obstine-t-elle à déporter ses prisonniers? L'acharnement des nazis à vouloir mener ces convois de déportation jusqu'au bout est juste hallucinante. Il est hors de question de leur laisser une chance. Qui sont-ils pour avoir autant de valeur aux yeux d'Hitler? Le train fantôme emmènerait-il vers la déportation quelques-uns des plus grands résistants de France? Pour la milice et la police française, c'est de la vermine qu'il faut exterminer, c'est pas de pitié, quoi. Quand papa est parti, ils n'ont rien dit, j'ai été marquée toute ma vie, bien sûr. Comment voulez-vous que ce soit autrement? La résistance va-t-elle réussir à stopper ce train et l'empêcher d'arriver à Dachau? De quelle collaboration les nazis ont-ils bénéficié? La direction de la SNCF a fait la guerre aux cheminots. Comment, entassés dans des wagons à bestiaux, ces hommes et ces femmes ont-ils vécu leur long supplice? Combien vont en réchapper? J'avais une chance sur 1000 de m'en sortir, je suis là. Grâce aux témoignages exceptionnels de certains survivants et de leurs familles, voici l'incroyable odyssée des résistants de ce convoi, plus connu sous le nom de train fantôme. Le 18 août 1944, à Sorgues, une étrange cohorte de prisonniers traverse cette petite ville située à quelques kilomètres d'Avignon. Quand il les voit passer, Charles Tessier a alors tout juste 10 ans. Le coin là-bas, il y avait une pharmacie. Ici, au fond, la mairie. On voit l'effet de gendarmes qui encadrent le convoi. Vous voyez la tête qu'ils avaient. Ils n'étaient pas rigolos. Les gens ne nous regardaient pas, ils étaient tous planqués, ils avaient peur. Sauf les enfants qui avaient peur de rien. Une véritable colonne de morts vivants, si impressionnante qu'il ne peut en voir la fin. Cette vision va hanter toute sa vie. J'ai traversé la route là, juste devant une voiture Opel où il y avait les officiers. J'étais près de la voiture, je pouvais toucher le capot même. Donc j'ai bien vu les officiers allemands avec leurs insignes et tout. La colonie de déportés, elle est jusqu'au bout là-bas, complètement au bout, avec des dames en tête qui piétinaient. Ensuite, il y avait une rangée de faits de gendarmes qui longeaient les murs des maisons et qui faisaient rentrer les gens. Donc je me suis trouvé nez à nez ici, avec un fait de gendarme qui m'a fait rentrer avec vigueur, en me poussant avec sa crosse. Mais j'ai bien eu le temps de voir passer le convoi, qui n'en finissait plus. C'est quelque chose de terrible. Je les vois encore. C'est une image qui me poursuit depuis toujours. On ne savait pas ni d'où ils venaient, ni où ils allaient. Personne n'a été capable de le dire. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que Charles connaîtra l'origine de ce convoi dont le récit faillit tomber dans l'oubli. Une histoire qui commence au début de l'été 44. Les Alliés viennent de débarquer en Normandie et malgré l'intensité des combats, les Allemands poursuivent leur programme de déportation macabre entamé dès 1942.
Fin juin 1944, plus de 100 convois ont déjà envoyé 70 000 juifs de France et près de 40 000 résistants et prisonniers politiques vers les camps de la mort. C'est dans ce contexte que dans le sud de la France, à Toulouse, le 3 juillet 1944, des centaines de prisonniers sont emmenés gare Matabiau sur les quais réservés aux marchandises. Leur cauchemar commence. Voilà, nous sommes au bout du quai de la gare Matabiau, à proximité de cette sinistre gare rénale qui servait pour tous les convois de déportation. C'était le lieu de départ discret de ces personnes, ces résistants et résistantes qui avaient déjà subi des mois et des mois de prison, qu'on va enfermer dans ces wagons à bestiaux pour une destination inconnue. Ils se doutaient qu'ils rejoindraient des camps de travail, mais ils ne se doutaient pas de l'horreur qui les attendait. Ça, c'est certain que non. À 2 h du matin, ils nous ont fait lever et ils nous ont amenés dans des camions cellulaires à la gare de triage à Toulouse. Ange Alvarez est le dernier témoin. Le dernier déporté encore vivant du train fantôme. Il n'a alors que 18 ans lorsqu'il est embarqué dans ce convoi. C'était des SS. Il y avait des feldsgendarmes aussi, parce qu'on les voyait avec leur machine. C'était des troupes d'élite, quoi. L'officier allemand qui dirigeait le convoi, il nous a dit « On vous amène à l'Allemagne, mais on va tous vous tuer, parce que vous êtes tous des voleurs ou des parasites, ou des terroristes. » Voilà. On savait qu'on était déportés. Ah, il a dit un clair, net et précis, en français. Vite, schnell 60 on était. On était plein, le wagon était plein. Qui organise et qui est aux commandes du départ d'un convoi de déportation? Ce sont les services policiers du Reich. À Toulouse, c'est la Gestapo qui détermine qui va partir, qui établit la liste des noms, qui choisit les détenus. La Gestapo en France et la Gestapo qui gère le système concentrationnaire. Dans cette liste de déportés figurent Claude et Raymond Lévy, le père de l'écrivain. C'est pas un départ en train. D'après ce que mon père m'a raconté, en fait, ce sont des centaines d'hommes qui sont déjà dans des conditions de fatigue, d'épuisement énormes, qu'on amène sur des quais et qu'on charge dans des wagons comme on charge des bestiaux et qui se retrouvent à l'intérieur de ces wagons, debout, collés les uns contre les autres, dans des wagons où il n'y a pas de fenêtre, il y a 2 petites lucarnes comme ça, par un été qui va être un record de canicule. Mais maintenant, ils vont fermer les portes et on ne pourra plus sortir. Les Boches, ils étaient comme d'ici au mur, là. Il y avait un fusil mitrailleur par terre avec le chargeur engagé. Alors moi, j'ai dit, écoutez, le temps qui se baisse, le type, on est sur lui. On prend le fusil mitrailleur, on commence à tirer et tout le monde s'échappe. Alors il m'a dit, si tu bouges, on appelle les Allemands. Et puis on est parti, direction Bordeaux. À ce moment-là, les Allemands choisissent comme itinéraire de passer par l'ouest. Bordeaux, Tours, Paris, puis l'Allemagne, avec au bout du chemin, Dachau. Le plus logique aurait été de passer par Limoges, mais les groupes présents dans le secteur de Limoges empêchaient tout passage de convois de wagons de marchandises. Les troupes de Georges Guingouin, le premier maquisard de France, semaient aussi la terreur auprès des troupes allemandes en Dordogne et autour de Limoges. Composé de quelques voitures de passagers pour les soldats allemands et d'une dizaine de fourgons à bestiaux où sont entassés des centaines de prisonniers, le convoi file vers Bordeaux. Mais Ange Alvarez est prêt à tout pour se sortir de ce piège. On était 3 comme voulait s'évader, ensemble. Alors on a décidé, on a dit, bon, mais il faut que la petite fenêtre, on la prenne. Hein. On la prenne. Alors, pour prendre la petite fenêtre, chacun, il était pour soi là-dedans. Et nous, on était 3. Alors, on les a pris à la Châtaigne. Les francs-tireurs, ils faisaient sauter les voies. Alors, ils ne pouvaient pas aller vite. Alors, le train,
quand il est sorti de Sainte-Bazeille, il allait doucement. Et là, la nuit est tombée. Moi, j'ai poussé les planches, le fil de fer barbelé sont partis avec les planches, et j'ai commencé à passer ma tête. J'ai sauté, j'ai fait un roulé-boulet, mais le train s'est arrêté. Alors ils ont allumé les phares et ils ont commencé à me tirer dessus. J'ai commencé à aller vers la Garonne en courant. Alors ils m'ont tiré dessus, mais ils m'ont pas touché. En chutant du train, Ange s'est blessé à la tête, mais il parvient à trouver la force de plonger dans la Garonne et regagner le petit village de Couture sur l'autre rive. Il est recueilli et caché pendant 2 jours. Il est le premier évadé du train fantôme. Personne ne s'est pu évader comme moi parce qu'on avait une chance sur 10 000 de s'en sortir comme ça. Les Boches, ils te voyaient, il y avait les phares pour la nuit et les fusils mitrailleurs. Alors, ce que j'ai fait, c'était insensé, quoi. C'était pas... J'avais une chance sur 1000 de m'en sortir, je suis là. J'ai repris contact avec la résistance et j'ai continué à m'abattre. J'ai fait mon devoir, quoi, c'est tout. Mais pour bien comprendre qui sont ces déportés du train fantôme, il faut faire un petit retour en arrière. Car Ange Alvarez n'est pas n'importe quel prisonnier. Il n'a que 18 ans, mais cela fait déjà 2 ans qu'il est dans la résistance et des mois qu'il était incarcéré ici, à la prison Saint-Michel, à Toulouse. Environ 120 déportés du train fantôme proviennent de cette prison. Tous des résistants, des héros d'à peine 20 ans, comme Damien Nardonne. Norbert, son fils, entre pour la première fois dans cette enceinte où tous les jours de ce début d'été 44, on torture, on juge et fusille ce que la police française appelle alors des terroristes. Alors ouais, ça me fait tout drôle parce que d'avoir vu quand j'étais jeune de l'extérieur et puis là maintenant ici à l'intérieur et savoir par où est passé mon père, rentré ici le 13 avril 1944 et il en est sorti le 2 juillet mais pour partir dans le train fantôme. C'est émouvant. Très émouvant. Dès mars 1941, mon père a adhéré au groupe combat. Donc au début, il distribuait des tracts, puis après ça a été des explosifs, puis après ils ont commis des attentats. Alors, malheureusement, il s'est fait arrêter par des gendarmes français. Les gendarmes français l'ont livré à la Gestapo et de là, il a atterri à la prison Saint-Michel. À cette époque-là, il était très jeune. C'était entre ses 16 et 19 ans que tout s'est produit. À la prison Saint-Michel se trouvaient plusieurs très grands résistants toulousains, parmi lesquels Albert Lottmann, qui était un responsable de l'armée secrète. Se trouvait ensuite tout l'état-major de la 35e brigade Marcel Langer, c'est FTP, MOI, francs-tireurs, partisans, main-d'œuvre immigrée, qui ont été victimes d'un vaste coup de filet de la police française en avril 1944. Ces hommes et ces femmes vont être livrés par le régime de Vichy aux Allemands. C'est aussi derrière ces murs, dans l'une de ces geôles de la prison de Toulouse, qu'Ange Alvarez est emprisonné et torturé d'abord par la police française. Ils nous ont frappés tous les 4 de l'équipe spéciale. C'était l'équipe spéciale de nettoyage, ça s'appelait. C'est un groupe FTP, hein, francs-tireurs et partisans français. J'allais tuer des Boches, mais des Français qui étaient vendus aux Allemands aussi. Hein. Et pendant 15 jours et 15 nuits, ils m'ont frappé pour que je vende le réseau et tout. Et alors moi, j'ai vendu personne. J'ai des bosses partout à ma tête. J'ai des ouvertures à ma tête, mais encore. À Toulouse, on m'a mis dans une cellule spéciale qu'on était tous condamnés à mort, là. Alors, on n'était que des jeunes. Et alors, ils venaient là. Quand ils ouvraient la cellule, on ne savait pas qui c'est qu'ils allaient appeler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ces tribunaux bidons où le matin, vous avez 3 juges français qui sont là, le prisonnier rentre, il n'a pas d'avocat, il est jugé immédiatement, condamné, et il est fusillé une demi-heure après dans la cour.
Donc les copains de papa, c'était Boris Frankel, c'était Enzo Lorenzi, c'était Emil Jakubowicz. Un grand nombre d'entre eux vont être fusillés, c'est-à-dire des jeunes qui avaient entre 16 et 25 ans et dont la plupart sont morts en criant « Vive la France » avec un accent étranger. Comme tous ses camarades de la 35e brigade, Raymond Lévy et son frère Claude pensent alors subir le même sort. Comme un message, une trace, Raymond martèle cette pièce durant sa détention. Et il a gravé dessus, avec une petite pointe, il reste des Bastilles à prendre, 21e FTP, Raymond Lévy. Le train fantôme transporte donc 120 résistants qui étaient incarcérés ici, à la prison Saint-Michel. Mais le plus gros contingent de prisonniers embarqués à Toulouse dans ce convoi du 3 juillet 1944 provient du camp de concentration du Vernet. Situé dans l'Ariège, au pied des Pyrénées, ce camp enferme des étrangers venus de toute l'Europe, avec une grande majorité de républicains espagnols. C'était surtout des opposants politiques à Hitler, à Mussolini, à Pétain, à Franco aussi, beaucoup d'antifascistes évidemment, tous ces gens qui étaient engagés. Où donc, en tout, il y a eu à peu près 35 000 personnes qui ont été internées. Le camp du Vernet a pour l'essentiel déjà été vidé en plusieurs vagues de déportation. Fin juin 1944, il reste encore 403 internés qui sont embarqués à bord du train fantôme. Mon grand-père était avec eux. Mon grand-père avait 55 ans à l'époque. C'était un des plus vieux. Carlo Borani a fondé le Parti communiste italien à Florence. Ça, c'est Juan de Pablo, une sorte de révolutionnaire professionnel formé à Moscou. Faustoniti a écrit le premier livre, avant même la fin de la guerre, sur l'histoire du train fantôme. Le camp du Vernet a été donné par l'administration française aux Allemands le 9 juin, 3 jours après le débarquement. Tous les rapports du chef de camp disent qu'il s'attendait à ce que les détenus prennent le contrôle du camp après le débarquement. Les Allemands n'ont aucune confiance dans l'état des prisons. C'est des passoires, les prisons françaises à l'époque. Il y a trop de détenus, c'est des passoires, il y a trop d'évasion. C'est pour cette raison que la répression s'intensifie dans la région, avec les milices de Vichy, mais aussi avec la tristement célèbre division SS Das Reich, qui est installée dans le sud-ouest. À son actif, des massacres comme celui d'Oradour-sur-Glane, où, quelques jours plus tôt, toute la population du village a été assassinée, soit 643 personnes. Pendant que l'un des bataillons SS Das Reich remonte vers la Normandie le 8 juin 1944, un bataillon reste là dans le secteur des Pyrénées, sur ordre d'Hitler, pour aller pulvériser toute forme de résistance dans les Pyrénées. C'est dans ce climat de guerre totale, avec une vigilance redoublée depuis l'évasion d'Ange Alvarez, que le train fantôme reprend son itinéraire. Le convoi est donc composé de résistants de la prison Saint-Michel et du camp du Vernet, auxquels s'ajoute une trentaine de femmes venues du camp de Noé, elles aussi des résistantes. Au total, 550 prisonniers gardés par une escorte d'environ 150 soldats. Ça peut paraître surprenant, effectivement, d'organiser de tels convois de déportation en plein été 1944, alors que les troupes alliées sont en train de s'implanter en Normandie. Jusqu'au bout, Hitler a cru qu'il allait gagner la Seconde Guerre mondiale. Tous ces derniers départs de convois en déportation s'expliquent d'abord par cet acharnement, cette répression de la résistance. Il ne faut laisser aucune chance aux ennemis idéologiques du Reich, les communistes, les juifs. Ces détenus-là ne peuvent pas sortir vivants des geôles nazies. Ces combattants de la première heure poursuivent leur longue agonie vers les camps de la mort. Le train arrive à Bordeaux puis se dirige vers le nord en direction d'Angoulême. Mais à hauteur de la petite gare de Parcoul-Médillac, des avions de la Royal Air Force prennent pour cible le convoi. La tension est extrême. Les Alliés veulent empêcher les troupes allemandes de rejoindre le front normand. Le train s'immobilise, mais les wagons, c'est des wagons en bois. Et donc les balles, elles coupent en deux les prisonniers à l'intérieur. C'est un carnage.
Papa, lui, ce qu'il m'a raconté, en fait, c'est que il est convaincu qu'au prochain passage, il va mourir. Mais il se dit, il faut tenter un truc. Il a une chemise blanche, il enlève sa chemise, il demande à Claude de lui donner sa chemise bleue, et il agite ce fanion. Et en fait, au moment où ils sont en train de, comme ça, où ils sont en piqué vers le convoi, le chef de l'escadrille voit le fanion. Et donc il repasse en rase-motte, hein, et quand il arrive à la hauteur du wagon où le fanion s'agite, il fait ça. Et il est le bout de son aile est à 5 mètres ou à 6 mètres du wagon, comme ça. Et mon père me disait, tu sais, de toute ma vie, c'est le moment où j'ai vu la liberté le plus près et le plus loin de moi. Il y a des blessés et plusieurs morts, y compris côté allemand. Dans la confusion, 2 prisonniers se sont évadés. La locomotive est endommagée. Peut-être la fin du calvaire pour les déportés. Mais le train réussit finalement à atteindre Angoulême. Les victimes sont évacuées. Et après 2 jours d'hésitation, le commandant du train décide de faire marche arrière et de se réfugier à Bordeaux. Un repli stratégique. Le train fantôme arrive dans une ville qui est quand même très marquée par la collaboration, avec un maire, Adrien Marquet, qui est un ultra-collaborationniste, le préfet Sabatier et son adjoint Maurice Papon, qui sont engagés dans la déportation des Juifs. Il y avait également une police parallèle qui travaillait de concert avec la Gestapo et qui eux aussi ont engagé des arrestations massives de résistants. 6 jours après le départ de Toulouse, le train est bloqué en gare de Bordeaux. Le commandant du convoi cherche une solution, un itinéraire pour rejoindre Dachau. Durant 3 jours, les prisonniers restent entassés dans leur wagon à bestiaux sans rien à manger. Puis, soudain, le 12 juillet, les Allemands somment les déportés de quitter le train. Ils traversent à pied un Bordeaux désert pour une destination surprenante. Le train fantôme est en gare de Saint-Jean et ne sachant pas quoi faire de ces 550 prisonniers, ils ont trouvé le lieu pour les faire prisonniers, qui est la synagogue de Bordeaux, qui avait déjà servi de prison le 10 janvier 1944, quand il y a eu la rafle des Juifs de Bordeaux. Les 550, il fallait qu'ils rentrent à tout prix. Tout est dévasté, aucun meuble, on ne retrouve que les piliers. Voilà. Et ils sont installés à l'intérieur de la synagogue, et ils étaient surveillés par les nazis qui étaient en haut. Mais ici, ils peuvent au moins s'allonger et trouver un peu de fraîcheur sur les dalles de pierre. Ils prennent aussi pour la première fois conscience de leur nombre. Surtout, l'espoir renaît. Car ici, les informations du front parviennent à traverser ces murs. Les Français qui habitent dans les immeubles qui entourent la synagogue, ils vont sur les balcons avec des panneaux pour informer les prisonniers, sous le nez, sous la barbe des Allemands. Tenez bon, les Américains arrivent. C'était comme ça des petits actes de résistance, mais cette somme de petits actes de résistance, elle a fini par former la résistance aussi. Les prisonniers du train fantôme s'accrochent à cet espoir et se mettent même à rêver. Leurs camarades de la résistance, c'est évident, vont libérer le pays et les sortir vivants de ce calvaire. Dès le 5 juin, c'est-à-dire la veille du débarquement en Normandie, a été mis en place par la résistance ce que l'on appelle le plan vert. C'est-à-dire c'est un plan général, national, de sabotage des voies ferrées. Dès le mois de juillet, le réseau est presque inopérant. Hein. La priorité, c'est empêcher les troupes allemandes de remonter vers le front de Normandie. C'est, voilà, les gêner, saboter, tout ce qui peut nuire à l'effort de guerre allemand. C'est ça la priorité à l'été 44. De retour dans le maquis, Ange Alvarez, le premier évadé du train fantôme, participe activement à ces actes de sabotage. Comme j'étais un ancien mineur et que je m'entendais à la dynamite, on m'a demandé de faire quelque chose pour faire sauter les wagons, mais pas les trains, parce que les locomotives, c'était les Français qui les conduisaient. Alors, j'ai inventé un machin avec des fils électriques, et quand le train passait dessus, il mettait les 2 machins en contact, et ça faisait sauter la charge 20 mètres en arrière. J'ai fait sauter une quarantaine de trains comme ça.
45%, presque la moitié des machines sont inutilisables dans la région sud-ouest à la fin du mois de juillet 1944. Pour les Allemands, toutes ces régions sont devenues des régions qui sont compliquées à traverser. De plus en plus de Français rejoignent la résistance et gonflent ses rangs. Pour le commandant du train, la situation se complique sérieusement. Voilà 2 semaines qu'il est bloqué à Bordeaux. Ils ne savent plus quoi faire. Donc ils ont mis ces types à la synagogue. Bon. Ils ont ordre de les amener en Allemagne. Bon, c'est tout. Ils étudient les cartes d'état-major, ils se demandent quoi faire, ils reçoivent des ordres probablement contradictoires. C'est une époque, bon, vraiment ça se bat partout. Et à l'intérieur même de la synagogue. Car à leur manière, les détenus du train fantôme continuent d'être des résistants. Certains, comme Christian de Roquemorel, le jeune fondateur du maquis Bir Hakeim, échafaudent des plans d'évasion. Mon père voulait absolument s'évader. Il y avait un vitrail, et le vitrail évidemment donnait sur l'extérieur. Et il a tout de suite pensé que c'est par là qu'il pourrait s'évader. Et avec 2 autres prisonniers, ils se sont cachés. Et les Allemands sont allés les chercher. Ils ont été mis dans la cour, debout contre un mur. Voilà, à chaque fois qu'ils bougeaient un tout petit peu, les coups pleuvaient. Et finalement, ils ont perdu connaissance. Et on lui a dit après qu'ils avaient été accueillis par des applaudissements comme des héros quand ils sont revenus avec les autres prisonniers, mais ils n'en avaient aucun souvenir parce qu'ils étaient, pratiquement inconscients. Avec ses 2 camarades, Christian de Roquemorel échappe de peu à l'exécution. Mais leur bourreau n'a pas toujours été aussi clément. Quand ils ont été enfermés à la synagogue de Bordeaux, ils ont fêté le 14 juillet. Tous. Plus de la moitié étaient des étrangers. Et ce qui les a rassemblés, c'est la Marseillaise. Et les nazis n'ont pas du tout apprécié qu'ils aient chanté la Marseillaise. Ils en ont pris 10 au hasard. Et les 10 ont été fusillés le 31 juillet 1944, parce qu'ils avaient chanté la Marseillaise. Albert Lautmann, le chef de l'armée secrète de la région toulousaine, fait partie des 10 fusillés. La répression est de plus en plus barbare. Elle est le signe de la nervosité des Allemands qui sentent bien que la guerre est perdue. Hitler est d'ailleurs contesté par une partie de son état-major. Le 20 juillet, il échappe à l'opération Valkyrie et l'attentat qui le visait. Et s'il fanfaronne devant Mussolini qu'il reçoit le jour même, les forces de l'Axe sont bien en pleine débâcle. Sur le front de l'Est, les Soviétiques sont maintenant en Pologne et découvrent le 24 juillet les premiers l'horreur de la Shoah au camp de Majdanek. Les résistants du train fantôme sont loin d'imaginer ce que leur bourreau leur réserve. Le même jour, ce 24 juillet, les Alliés lancent en Normandie l'opération Cobra du côté d'Avranches pour percer enfin le front allemand. Mais Hitler ne cède rien, bien au contraire. La déportation s'intensifie. Dernière étape dans l'escalade de la répression, le 30 juillet 1944, Hitler édicte le décret, le fameux décret de terreur et sabotage. Il donne l'ordre d'arrêter, de juger des personnes devant les tribunaux militaires. La procédure dite NN, nuit et brouillard, ces procédures prenaient trop de temps. Les services policiers nazis en France occupée doivent maintenant exécuter sur place ou déporter systématiquement les victimes de la répression vers les camps de concentration. De nombreux réseaux sont infiltrés par la Gestapo. Il y aura à peu près environ plus de 300 résistants fusillés dans la région, plus les nombreux maquis qui ont été anéantis par les forces combattantes allemandes. Donc véritablement, on est dans une situation de terreur et on a une multiplication des rafles et également des arrestations de résistants. Dans le lot de ces arrestations, environ 150 résistants de plus vont rejoindre le destin des déportés du train fantôme lorsqu'il reprendra sa route pour l'Allemagne. Parmi eux, il y a de jeunes recrues, comme Marcel Pilet. C'est son petit frère et puis surtout il était très jeune. C'était juste un résistant, c'était pas un chef. Chère sœur et beau-frère, je suis depuis mon départ en prison. Je n'ai pas osé l'annoncer à maman, elle se fait assez de mauvais sang comme cela.
Ils ont dû souffrir. Et puis il y a aussi des chefs de réseau comme Georges Bonnac. Ce résistant de premier plan était même destiné à commander les FFI, les forces françaises de l'intérieur de toute la région aquitaine. Gilberte, sa fille, a vu sa vie bouleversée en un éclair ce matin de l'été 44. C'est la dernière photo où on est tous les trois en paix. C'était pas la guerre. La dernière photo du bonheur. On ne savait pas ce qui allait nous tomber sur le coin de la tête. J'avais 18 ans. Alors il y avait 2 Allemands en costume, 2 hommes. J'ai su après que c'était vraiment des gars de la Gestapo. Et ils en avaient tout à fait l'allure. Ils étaient raides, ils n'ont rien dit, ils se sont tenus au fond de la pièce. Et c'est le milicien qui a toujours parlé. Eux, ils n'ont rien dit. Quand papa est parti, ils n'ont rien dit. J'ai jamais revu mon père. Il avait été torturé, pareil, et il risquait pas de nous le faire voir. Puis vous savez, les nazis étaient affreux. On n'a pas idée maintenant, vous n'avez pas idée. Tout le monde s'écrasait, vous comprenez? Tout le monde avait peur. Ce n'est qu'à la fin de la guerre que Gilberte Bonnac découvre que son père a été déporté à bord du mystérieux train fantôme. Toute ma vie, j'ai été marquée toute ma vie, bien sûr. Comment voulez-vous que ce soit autrement? Et c'est ici, à la prison du Fort du Ha, à Bordeaux, que la police française et la Gestapo torturent et incarcèrent les résistants. René Lafont connaît une histoire similaire. Chef d'un maquis du Médoc, il est victime d'un vaste coup de filet. Le jour où il est arrivé, il a été torturé, oui, puisqu'il a arraché un ongle, le lendemain aussi, avec un coup de pied, un nerf de bœuf, 7 dents cassées, l'estomac perforé. C'était des boches qui le portaient pour l'interroger et tout. Il ne pouvait plus marcher, rien du tout. D'ailleurs, la personne qui avait été arrêtée en même temps que lui et amenée jusqu'à la Gestapo l'a vu le soir même. Cette personne a dit « Oh, ben Lafont, à l'heure qu'il est, il doit être mort. » Il était complètement anéanti. Nous sommes maintenant le 5 août 1944. Bientôt 4 semaines que le commandant du train fantôme cherche un moyen de quitter Bordeaux et de regagner l'Allemagne. Et c'est un autre train qui lui indique la voie à suivre. En effet, le 30 juillet, un nouveau train de prisonniers parti lui aussi de Toulouse est déjà arrivé en Allemagne. En 5 jours, et en passant par la vallée du Rhône. Pour lui, plus de doute, c'est l'itinéraire à suivre. Il ne reste plus qu'à trouver des machines à vapeur en état de fonctionner. Les Allemands décident et ordonnent à la SNCF qui exécute. C'est la convention d'armistice. C'est vraiment une collaboration d'État entre Vichy, après l'armistice de juin 40, et l'occupant. L'armistice à peine signé, 6000 cheminots allemands, les fameux Bahnhof, débarquent gare de l'Est à Paris sous l'autorité du colonel Goeritz. Depuis ce jour de juin 40, les 400 000 cheminots français que compte la SNCF travaillent désormais pour le Troisième Reich. C'est la mainmise de la Reichsbahn, c'est-à-dire de Berlin, sur l'outil indispensable qui est la SNCF. Et le gouvernement de Vichy met toute la légitimité des structures régaliennes de l'État au service du Reich nazi. La direction de la SNCF n'avait aucun état d'âme en ce qui concerne ni la déportation raciale, ni la déportation politique. Parce qu'il fallait que la machine continue de tourner. Et donc ce train, eh bien, il va faire sa route. Ça peut paraître stupéfiant, mais c'est aussi simple que ça. Le jour où on les a réembarqués dans le train à Bordeaux pour refaire un autre parcours, c'est le jour où les armées alliées bombardaient Bordeaux. Mais aucun ordre n'avait été donné pour bombarder les voies ferrées. Ils bombardaient le port. Et ça s'est joué comme ça. Et c'est pas la seule fois dans cette histoire où le destin aurait pu bifurquer. Puis une espèce de malédiction, quoi. Le 9 août, le train fantôme repart et quitte Bordeaux avec désormais plus de 700 prisonniers résistants à bord.
et une escorte d'au moins 150 soldats, auxquels s'ajoutent des SS et parfois les épouses des officiers. Car les Allemands espèrent regagner au plus vite l'Allemagne, en 3 ou 4 jours tout au plus. L'histoire va leur donner tort. Dans les wagons à bestiaux, l'enfer recommence. Sous une chaleur torride et des records de température de près de 40 degrés, sans rien à manger, presque rien à boire, les résistants n'ont que la solidarité pour surmonter les épreuves qui les attendent. Il y a des amitiés qui se créent dans ce train qui sont incroyables. De Roquemorel, un chef militaire du maquis Bir Hakeim, qui vient d'une tradition maurassienne, antisémite, anticommuniste, hostile au Front populaire, etc., se trouve dans une espèce de solidarité de combat avec des juifs, comme Zilberfeld, avec des communistes, comme ceux de la 35e brigade FTP-MOI. Et ça m'a frappé, quoi, cette espèce d'unité de la résistance qui se fait dans la fraternité du combat contre les nazis. Autrement dit, même dans le train, ils n'ont jamais cessé d'être des résistants. Et il ne faut pas oublier dans tout ça les conditions du transport. Ils n'avaient presque rien à manger, ils avaient faim, ils avaient soif. Il y a eu des jours entiers où il n'avait rien à boire. Il raconte à un moment qu'il avait tellement soif que sa langue était gonflée et qu'il avait l'impression d'avoir une espèce comme une croûte sur la langue tellement il n'avait plus de salive. La soif, la soif, la soif. Des gens qui devenaient fous au bout de quelques jours. Voilà, la soif. Beaucoup, plus que la faim. Le père de Norbert Nardonne n'a jamais su trouver les mots pour parler à son fils de cette histoire. Mais il lui a laissé ce témoignage. Dans le train, on était enfermés, on crevait de chaleur, on crevait de soif, on était mangés par les poux. Je me souviens qu'on regardait le paysage par la lucarne, c'est tout. La moitié s'allongeait, l'autre moitié restait debout. J'ai vu des collègues boire leur propre urine. On avait une boîte de petits pois pour faire nos besoins. Elle servait à tous. Il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde soit allongé dans le train. Et il fallait faire des roulements aussi pour être près de la fenêtre, parce qu'il faisait extrêmement chaud. La saleté, le manque d'hygiène, c'est affreux. Et on devient fou, je veux dire, Raymond Lévy, toute notre intégrité humaine disparaît. Ils emploient les méthodes qu'ils ont toujours employées, c'est-à-dire l'inhumanité. C'est-à-dire on ne nourrit pas, on n'abreuve pas, on les fait vivre comme ça, comme des chiens. Et on va jusqu'au bout. C'est le sadisme fasciste des nazis. Quand le train est arrivé à Rémoulins, on a sorti un cadavre. Il y en avait qui étaient à bout de force, vraiment. Des mourants qui pour la première fois vont attirer l'attention. Arrivé en gare de Remoulins le 13 août, cet étrange convoi est encore là le lendemain. Sa présence intrigue une jeune femme, Madame Damiani. Seule face à l'occupant, elle apporte des vivres. Le commandant du train cède. Il préfère ne pas déclencher l'hostilité de tout un village. De l'eau, du pain. Madame Damiani sauve des corps décharnés au bord de la rupture. Surtout, elle parvient à informer la Croix-Rouge qui oblige les Allemands à respecter les conventions de Genève et à ravitailler ses prisonniers. Pour la première fois depuis Bordeaux, ils sortent de ces wagons à bestiaux. Enfin, un peu d'air. Les Allemands les autorisent à s'alimenter par petits groupes. Des forces qui vont s'avérer vitales pour la suite de leur tragique odyssée. Dans la région, les sabotages de la résistance et les bombardements alliés empêchent le train de repartir. Alors dans les wagons, les déportés s'interrogent. Pourquoi depuis Bordeaux, durant cette longue traversée du sud de la France, la résistance n'a pu intervenir et arrêter une fois pour toutes ce convoi pour les libérer? Ce train, c'est pour ça qu'on l'appelait le train fantôme, parce qu'il n'était signalé nulle part. Donc même la résistance
je pense qu'elle aurait eu des difficultés à savoir s'il allait passer, pas passer. Vraiment, c'était un train fantôme. Il circulait beaucoup la nuit. Comment attaquer un train qui a des otages à l'intérieur, des résistants qui ont été arrêtés? Les Allemands, en plus, gardent très bien le train. Il y a des positions de tir extrêmement bien aménagées, avec des pièces lourdes de mitrailleuses. Les résistants ne sont armés que de fusils mitrailleurs et souvent de mitraillettes Sten. Donc c'est une situation extrêmement compliquée. Ça paraît même, disons-le, presque choquant que la résistance n'ait pas pu arrêter tous ces trains de déportation. Mais lorsqu'on regarde le paysage de la résistance autour du voyage du train fantôme, et si on prend notamment le cas du 15 août à Marseille, la résistance, elle est en train de libérer Marseille. Elle est obnubilée, elle est centrée sur un objectif, la libération du territoire. Le 15 août 1944, les Alliés et la France déclenchent l'opération Enfield Dragoon, le deuxième débarquement, celui de Provence. 1000 embarcations et quelques 100 000 soldats vont créer un front sud. Objectif, prendre en tenaille les Allemands. Les chars américains et même français se trouvent à 200 km du train fantôme. Jamais, depuis leur départ de Toulouse, les prisonniers n'ont été aussi proches de la liberté. Quand ils étaient à Rémoulins et qu'ils ont appris que le débarquement en Provence avait eu lieu, et que les armées alliées allaient remonter la vallée du Rhône, là pour eux ça a été un espoir énorme. Ils sentaient que c'était la fin. Et d'ailleurs, je pense que si ce train circulait avec tellement de difficultés, ils sentaient bien que les Allemands étaient en difficulté. À l'inverse, pour le chef du convoi, la situation s'aggrave. Il est maintenant impossible de rejoindre Avignon, les ponts ont été bombardés. Et la route du Nord est tenue par les maquis, trop risquée. Mais le commandant du train ne capitule pas et pense pouvoir se sortir de ce piège. Dans la nuit du 17 au 18 août, le train fantôme repart et s'arrête quelques kilomètres plus loin, à Roquemaure, au milieu de ce canyon. C'était astucieux parce qu'il se met entre les rochers pour ne pas être vu par les avions, pour être protégé. Et les fantômes, quand il se trouve dans cette paroi-là, entre ces deux parois, on ne le voit pas. La preuve, c'est que personne à Roquemaure n'a vu ce train. Je les imagine. Les gens descendent wagon par wagon et ensuite ce convoi repartira à pied à travers champs. Le plan élaboré par le commandant du train consiste à franchir le Rhône à pied sur ce pont qui n'a pas encore été bombardé. Puis de traverser à marche forcée les vignobles de Châteauneuf-du-Pape sous un soleil de plomb en plein mois d'août, afin de rejoindre 17 km plus loin la petite gare de Sorgues où l'attend un nouveau train. Il s'est joué de toutes les embûches, ce chef de convoi. Il a réussi à rendre le train invisible, etc. Je pense que ce lieutenant allemand était doué. C'était un type très fort et il a prouvé. Ce type est probablement dans l'échelle de l'humanité ce qui se trouve au plus bas de l'échelle de l'humanité. C'est un sadique, c'est un fou. Attention, la folie que je lui attribue n'excuse en rien la conscience de ce qu'il fait. Je pense que c'est un sadique très lucide et très conscient. Mon père, il racontait que quand ils ont fait la marche entre Châteauneuf-du-Pape et Sorgues, sous une chaleur torride, ils étaient complètement hors d'état physique. Hein. Et puis il y a une traversée des champs de vignes. Alors là, c'est une torture de plus. Les prisonniers sont assoiffés, affamés, et les Allemands, eux, prennent les raisins et s'en régalent. Et tout prisonnier qui essaye de s'approcher d'une vigne est abattu sur le champ. Les 700 prisonniers arrivent à Sorgues. Et c'est donc ici, au bout de cette marche, que le 18 août 1944, Charles, alors âgé de 10 ans, les voit passer à bout de force, affaiblis par toutes les épreuves endurées depuis leur départ de Toulouse, 45 jours plus tôt. Charles est tenu à l'écart par sa mère. Mais son copain Lucien Caraille a pu observer la suite de l'histoire. Ils étaient en train de charger les gens dans les wagons, c'était pas beau à voir. C'était complètement
anéanti. C'était ici, là, sur les voies de garage, là, un petit peu plus loin. Voilà, tu vois, Charles, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, mais le train, il était par là. Tu vois le butoir, là? Il est arrivé. Les premiers wagons étaient là. Et puis ça se prolongeait tout au bout, là-bas. Par-dessus le mur, on voyait qu'ils étaient en train de charger les gens dans les wagons. Le train fantôme qui s'est évaporé dans le canyon de Roquemort réapparaît ici. Entièrement reconstitué avec la même alternance de voitures de passagers et de wagons à bestiaux. Les cheminots, quand ils ont amené la locomotive d'Avignon, ils ont fait esprit de ne pas mettre beaucoup d'eau pour que le train ne puisse pas repartir. Elle est presque arrivée sec d'eau. La grue d'eau était cassée, était sabotée. Donc les cheminots résistants savaient qu'ils ne pouvaient pas partir. Ils ne pensaient jamais que le chef était machiavélique pour aller faire le plein au ruisseau là-bas, à 100 mètres de là. Ils ont fait remplir le réservoir par les prisonniers avec une chaîne d'eau, avec des seaux. Une corvée et un supplice de plus pour tous les prisonniers du convoi. Exténués, ils sont contraints d'alimenter eux-mêmes cette nouvelle locomotive qui doit les emmener vers les camps de la mort. Mais la population de Sorgues commence à s'agiter pour leur porter secours. Des femmes s'organisent à la hâte afin de distribuer de la nourriture à tous ces malheureux dont elles ignorent tout. Les Allemands faisaient le barrage et ils prenaient les vivres et les boissons, ils en gardaient un peu pour eux, beaucoup pour eux, et le reste allait aux déportés qui étaient dans la rame de wagon qui était ici, là. Voilà. C'est pour ça qu'ils laissaient faire. Parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Mon père disait toujours, moi je comprends pas, on change de wagon, on change de train, on change de gare, et tout ça s'est reconstitué très très rapidement. En pleine guerre, et le fameux commandant du train devait avoir des appuis, on ne sait pas trop où, parce que les wagons ils ne s'accrochent pas tout seuls. C'est une énigme. Le premier responsable, c'est le commandant de l'escorte. Et en quelques heures, en quelques jours, il arrive, aussi surprenant, hallucinant que ça puisse paraître, à retrouver des moyens de locomotion. Ça veut dire aussi que la collaboration, les structures de Vichy restent en place encore à l'été 1944. Jusqu'au dernier jour, la SNCF va facturer à l'État français les convois, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. Et nous sommes bien le 18 août 1944, c'est-à-dire à quelques jours seulement de la libération de tout un pays. Les cheminots, eux, ont bien tenté ici à Sorgues de saboter ce train, malgré les menaces de l'occupant et la surveillance de leur hiérarchie. La direction de la SNCF a fait la guerre aux cheminots. C'est-à-dire qu'elle a repéré, à la demande de l'occupant, les cheminots qui étaient susceptibles de faire de la résistance, et ceux-là étaient arrêtés par la SNCF, par la direction de la SNCF. Les cheminots ont peur aussi d'être déportés. Plus de 2600 cheminots de la SNCF sont morts en déportation ou fusillés après avoir été condamnés à mort à l'été 1944. En tout cas à Sorgues, sur les quais de cette gare où règne la plus grande confusion, les cheminots vont prendre tous les risques pour sauver quelques déportés lors de leur réembarquement dans ces wagons à bestiaux. Parfois en les déguisant en cheminots, mais aussi et surtout en leur indiquant l'entrée d'un étroit tunnel souterrain qui traverse les voies. Ils ont réussi à s'évader par le canal qui passait dessous les voies, là. Et on pouvait passer accroupi. On pouvait passer accroupi dedans. Donc ça a permis peut-être une vingtaine d'évasions par là. Même les Allemands, ils ne sont pas arrivés à les compter, parce que ceux qui sont partis, ils ne se sont même pas aperçus sûrement qu'ils s'étaient évadés. Ils avaient sûrement l'intention de vouloir vite filer, parce qu'ils savaient qu'il y avait la troupe américaine qui arrivait derrière, là. Les Américains étaient à 5 km. Ça s'est passé le 18 août ici, et les Américains sont arrivés le 25. Il y avait une semaine. Hein.
Voilà, là on va vers Avignon, là. Là, on va vers le sud. Ouais. Avignon, à 10 km de Sorgues. La cité des papes est alors le centre névralgique du commandement allemand pour le sud de l'Europe. Gerhard Böckel est un écrivain allemand qui a fait des recherches des deux côtés du Rhin sur l'histoire du train fantôme. Ces découvertes apportent de précieux éclairages. J'ai trouvé aux archives militaires en Allemagne que le même jour, le 18 août 1944, midi et demi, le commandement militaire, il a ordonné le déplacement de l'administration militaire qui était située à Avignon pour rentrer en Allemagne. Et j'ai trouvé aussi dans ce document que la résistance a caché déjà les camions, tous les véhicules. De plus, intéressant aussi, que l'administration française, qui était un peu collaboratrice avant, on peut le dire, a refusé de travailler avec les Allemands. Et la population civile est dans une situation de grève. Ils ont fermé tous les magasins, tous les hôtels et tous les restaurants. C'était la situation du 18 août quand le train fantôme était dans cette région. Si la France découvre tardivement une âme de résistante, une nouvelle fois, les maquisards ne peuvent malheureusement rien tenter pour stopper le train fantôme, durant cette journée où il s'est pourtant dévoilé au grand jour. C'était pas possible en quelques heures de réunir suffisamment de combattants pour attaquer le train et attaquer les 150 gendarmes armés de l'escorte. Le même jour, à une trentaine de kilomètres de Sorgues, il y a des combats entre des résistants et des Allemands qui sont en train d'évacuer la région. Les Alliés et la résistance se rapprochent. Mais une fois encore, le train fantôme parvient à se faufiler, fuyant vers le nord. Car au sud, les villes se libèrent, les unes après les autres. Toulon et Marseille sont sur le point de tomber. Perpignan est libéré le 18. Toulouse, la ville d'où toute cette épopée a commencé, fait la fête, place du Capitole le 19. Ce jour-là, le train fantôme arrive à Pierrelatte, lorsque soudain, il est de nouveau attaqué par l'aviation alliée. Les armées anglo-américaines ont la maîtrise du ciel sur l'ensemble du territoire français. Un déluge de feu s'abat sur ce convoi que les avions prennent pour un train de troupes allemandes remontant vers le nord. Terrifiés, les déportés coincés dans leurs wagons n'ont pas d'autre choix que de s'en remettre à la Providence. Ils ne savaient pas si c'était le signe que le train allait être arrêté et qu'ils allaient pouvoir en sortir, ou si c'était le signe qu'ils allaient tous y passer. Ils étaient tellement serrés les uns contre les autres. Il y en a un qui a reçu une balle, et mon mari avait son genou juste à côté. Et de l'autre côté, ils étaient comme ça, serrés. Une balle de mitrailleuse qui a traversé le bras, le cou et l'autre bras d'une personne qui était juste à côté de lui. Le passage suivant des avions alliés est encore plus meurtrier. Dans le wagon des frères Lévy, plusieurs de leurs camarades sont mortellement touchés. Et là va trouver la mort l'un des plus grands résistants toulousains qui faisait partie de la 35e brigade FTP-MOI. Il en était l'un des cofondateurs avec Marcel Langer. Il s'appelait Jacob Insel. Et avoir trouvé la mort ce 19 août sous les balles alliées, le jour de la libération de Toulouse, je trouve ça d'une injustice très, très triste. Les Allemands ne sont pas épargnés, ils subissent aussi des pertes. Mais les résistants du train fantôme perdent ce jour-là 5 de leurs camarades. Ils sont évacués quelques kilomètres plus loin, à Montélimar. Le destin s'acharne sur ces prisonniers de plus en plus affaiblis que personne ne vient libérer, alors que cela fait 1 mois et demi qu'ils traversent la France. Et ce train qui ne cesse de repartir vers son sinistre objectif. Valence, Lyon, bientôt Mâcon.
Dans les wagons, les prisonniers se demandent si les Alliés vont enfin rattraper ce train ou s'il faut s'évader. Tout le monde n'était pas d'accord pour s'évader, c'était dangereux. C'était très dangereux. Ils savaient qu'en prenant une telle décision, il pouvait y avoir des représailles. Et ils se sont affrontés à un autre groupe qui refusait cette évasion parce qu'elle représentait un risque pour ceux qui ne partiraient pas. À cette étape du parcours, une soixantaine de prisonniers ont déjà réussi à s'échapper, profitant des arrêts, des mitraillages ou encore de l'aide des cheminots. Et malgré les menaces, aucune représaille du commandant. Ces ennemis du Reich qu'il conduit vers l'Allemagne semblent être son meilleur sauf-conduit. Il y avait beaucoup des Allemands ici qui avaient envie de monter dans le train fantôme. Mais le responsable du train fantôme a refusé qu'il monte dans le train parce que dans ce cas, il était obligé de laisser les prisonniers, les otages étaient là pour éviter de l'attaque alliée, c'était clair. Le train pourrait servir à embarquer des bataillons battant en retraite. Mais selon plusieurs témoins, le chef du convoi menace même la demande de cet autre officier de la Wehrmacht. Mais qui est donc ce bourreau acharné? Certains l'appellent Schuster, d'autres Baumgarten. Charles Tessier rêve de percer le secret de son identité, devenue fantôme elle aussi. Ce qui m'obsède, c'est de savoir qui était le chef de convoi. Et je pense que c'était Baumgarten. On a des documents de la Gestapo de Bordeaux. C'était Baumgarten, le lieutenant, qui commandait le convoi. Ensuite, nous avons trouvé à Sorgues un document où il est signalé. Il est marqué Oberlieutenant Baumgarten. C'est sur cette photo, il est représenté devant Hitler qui est en train de le décorer. Sa physionomie, son allure, exactement. Ça. Pour moi, c'est lui, parce qu'il correspond au signalement, mais il faudrait conforter cette recherche. Parce que c'était pas un SS, hein, le chef du convoi. C'était un officier de la Wehrmacht, officier de l'armée régulière. Il se trouve que l'Oberleutnant Baumgartner était un officier fanatique, qui a tenu à obéir aux ordres jusqu'au bout. Le Führer l'a dit, on le fait. Face à la détermination des nazis qui ne veulent pas perdre leur combat idéologique, il n'y a plus de choix. Il faut prendre tous les risques et s'évader. Car si la France a les yeux rivés sur Paris qui s'insurge, les résistants du train fantôme, eux, restent abandonnés à leur sort et voient la frontière allemande se rapprocher. Dans 2 jours, peut-être moins, ils seront en Allemagne et il sera trop tard. Dans le train, il y avait des Espagnols qui venaient du camp de Vernet. Ils avaient quelques outils du camp là, car là-bas, ils fabriquaient des sandales. Et comme c'était de vieux wagons, on voyait les rails à travers. Le plancher, il tenait par 2 boulons. On urinait sur les boulons et avec leurs outils, on creusait. Pinel, je vais vous montrer les outils, si on peut appeler ça des outils. Avec mon frère, nous les avons gardés pendant 75 ans. Ah oui. 75 ans. Je ne sais pas comment il a fait pour les cacher, mais il les avait cachés, quoi. Bon. Avec le canif, ils ont bien dégagé la tête du boulon. Le boulon est tombé, et ensuite, avec le manche de la fourchette, ils ont soulevé les lames. Avec mon frère, on ne s'en séparera jamais de ce couteau. Il serait lié jour et nuit, quoi. Jour et nuit. Ça avait commencé 3 jours avant. Hein. C'est donc par là, sous le train, que les résistants imaginent leur salut. Ceux qui se sont évadés, dont mon père, en sautant du train, sous le train, ils se tenaient sur l'essieu des roues et quand le train ralentissait, ils sautaient à plat ventre sur la voie ferrée. S'ils sautaient au milieu de la voie ferrée, ils pouvaient être accrochés par le crochet sous le dernier wagon et donc il fallait qu'ils sautent ou à gauche ou à droite et rester bien à plat en attendant que tout le train soit passé. Quand vous sautez, si vos jambes sont amenées à toucher le sol, vous êtes retourné par et puis vous êtes broyé sous le train. Donc sauter,
C'est un risque énorme, c'est un risque de se faire tuer. C'est pas comme dans les James Bond où on saute par la portière. Là, il faut sauter sous les rails. C'est ce même procédé qui a déjà fait ses preuves quelques jours plus tôt dans le wagon de Nardonne et de Roquemorel. C'est de Roquemorel qui a réussi à sauter le premier. Assoun a sauté, mais il a eu le pied amputé. Le maquis l'a récupéré le lendemain. C'était en pleine nuit. J'avais entouré ma tête avec une serviette éponge pour éviter de me blesser. Cette fois, dans la nuit du 24 au 25 août, c'est une grande évasion qui se prépare. À la faveur d'un ralentissement au-delà de Dijon, à Méret exactement, le jour où Paris est libéré, plus de 70 résistants se jettent sous le train les uns après les autres. Un jour ou deux après, ils se seraient retrouvés à Dachau. Ils savaient que c'était la dernière possibilité de quitter le train. Il y a eu 3 gars qui sont passés sous les roues, je crois. 2 ou 3. Quant aux 62 femmes prisonnières du train fantôme, aucune n'a pu tenter une telle évasion. Les 70 évadés qui, cette nuit-là, ont réussi à s'en sortir vivants, sont recueillis par des paysans de Haute-Marne. La plupart repartiront au combat dans les rangs des FFI. C'est le cas des frères Lévy. Leur wagon est enfin prêt pour l'évasion. Raymond saute le premier, Claude ensuite. Papa va me dire qu'il aura très peur parce que quand il a sauté, il appelle son frère et son frère lui répond pas. Et ça, c'est sa terreur absolue. Il se dit Claude est mort. Et puis donc il remonte la voie et il va trouver son Claude qui est tombé dans un buisson d'épines. Et le dernier, c'est Marc Braffman qui m'a raconté ça. Ils avaient un ordre. Hein. Et lui, c'était le plus vieux, il avait 25 ans. C'était le plus vieux. Et c'est le dernier à sauter. Et au moment où il saute, les autres sont déjà partis, et là, le train s'arrête. Il voit un type de l'escorte avec une torche et une mitraillette. On le passe à tabac. Il est évanoui. On le remet dans le train, sans connaissance, et il se réveille à Dachau. Le train arrive finalement à Dachau le 28 août 1944, après 57 jours de supplice. Pour les survivants de cette odyssée tragique, à l'enfer du train fantôme succède maintenant l'enfer des camps de la mort. En plus de la déportation des Juifs, 70 000 résistants et prisonniers politiques comme ceux du train fantôme ont été déportés de France vers les camps nazis. On ne connaît pas avec certitude le nombre de déportés du train fantôme parce qu'on n'a pas la liste de départ de ce convoi. On ne connaît pas non plus avec exactitude le nombre d'évadés, mais on sait qu'ils sont très nombreux, exceptionnels. Plus de 160, sans doute, évadés de ce train fantôme. On a par contre la liste d'immatriculation des déportés qui arrivent à Dachau fin août 1944. J'ai trouvé beaucoup de détails. Tout est noté, même c'est la folie. Par exemple, Georges Bonnac, un grand résistant. Une montre, un bac, un stylo, même dans une situation comme ça. C'était au mois d'août 1944. Les Alliés étaient en train d'arriver, mais l'administration fonctionne. Le nez, la bouche, les petites oreilles, tout est noté. 44 à Dachau. Jusqu'au bout, les nazis ont poursuivi leur tâche inhumaine. Jusqu'au bout, la France de Vichy a collaboré. Un dernier convoi part même en novembre 1944. Le train fantôme, quant à lui, a traversé la France pendant près de 2 mois, et son histoire a bien failli être oubliée. On sait aujourd'hui que 536 résistants de ce train fou sont arrivés à Dachau. La moitié n'en est pas revenue.